Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 6. Féminicide. Plus on en parle, plus ils augmentent. Avec Souad El Maïsour, Christelle Tarot et Rokhaya Diallo à la modération. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour cette 6e séance des procès du siècle, la thématique dont nous parlons s'inscrit dans une actualité particulièrement tragique à Marseille, où on a retrouvé dans la nuit du 14 au 15 décembre le corps de Mélodie Mendes da Silva. Son corps a été retrouvé suite à une disparition le 3 novembre. Et un homme qui dit avoir eu, et on pourra déconstruire ça, je le cite, une relation très passionnée avec elle, a avoué le meurtre. Dans une étude de novembre 2022, l'ONU estimait que chaque heure, 5 femmes en moyenne avaient été tuées par un membre de leur entourage en 2021, l'année précédente, donc ça fait une femme tous les 11 minutes. Le rapport qualifiait ce chiffre de brutal rappel du fait que la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des atteintes les plus fréquentes aux droits de la personne dans le monde. Alors malheureusement, ce n'est pas une nouveauté, ça existe dans tous les pays du monde, à toutes les époques, c'est un phénomène extrêmement ancien dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités. Pour commencer, Souad El Maïsour qui opère dans le champ de l'art depuis de nombreuses années pour tisser des réseaux de convergence entre différentes trajectoires historiques et culturelles. Votre double culture, Souad, marocaine et française, vous a permis de développer une approche sensible et complexe des schémas de domination entre les pays dits du Sud et du Nord. Votre recherche est empreinte d'une approche féministe qui permet d'interroger la situation des femmes à travers l'histoire. Telle une archéologue de la mémoire, vous nous immergez dans une exploration parfois inconfortable mais nécessaire pour envisager la déconstruction des totems destructifs et figés insufflés par un système de production des inégalités. Merci beaucoup. On peut vous applaudir pour tout ce que vous avez produit. Et Christelle Tarot, merci d'être parmi nous. C'est aussi votre ouvrage qui a déclenché cette discussion. Vous êtes historienne, enseignante dans les programmes parisiens de Columbia University et de New York University, associée au Centre d'histoire du 19e siècle des universités de Paris 1 et Paris 4, spécialiste des questions de genre et des sexualités dans les espaces coloniaux, tout particulièrement au Maghreb. En septembre 2022, on en parlera plus en profondeur. Vous avez coordonné et vous nous avez livré cette somme de 928 pages qui s'appelle « Féminicide, une histoire mondiale » qui est paru aux éditions La Découverte et qui est un objet qui a accueilli plus de 138 contributions pour parler des féminicides à travers le monde et à travers l'histoire. Merci beaucoup Christelle Tarot et bonsoir. Et donc à vos côtés le MUSEM sera représenté à travers la voix de Caroline Chenu qui est chargée de recherche et de collection ici au MUSEM. Alors pour commencer à parler de féminicide, Christelle Tarot, c'est vous que je vais interroger en premier lieu. Est-ce que vous pourriez nous dire où est né le concept de féminicide et quand? Et qu'est-ce que ça signifie? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au MUSEM d'avoir provoqué ce procès du siècle concernant la question des féminicides qui, malheureusement, oserais-je dire, n'est pas une question nouvelle. C'est même probablement l'une des questions les plus anciennes de l'histoire de l'humanité, puisque nous attestons du fait que des meurtres de femmes ont été commis parce qu'elles étaient des femmes, probablement avant même qu'il y ait des sociétés humaines, c'est-à-dire lorsque nous faisons espèce, lorsque Sapiens fait la conquête du monde. Mais pour l'instant, c'est une autre question, donc je vais répondre à la question qui m'est posée par Rokhaya. Le féminicide, c'est un outil conceptuel qui est né dans un contexte épouvantable. Au début des années 90, dans une zone très particulière du monde, qui est la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis, alors que depuis le début de ces années 90, mais probablement avant en réalité, sans qu'on s'en soit véritablement rendu compte et qu'on ait pris conscience en fait de la gravité de ce qui était en train de se produire, des femmes disparaissent et ou sont tuées.
Au départ, on considère qu'il s'agit de faits isolés parce que la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis est une zone extrêmement longue et que, bien sûr, ces disparitions dites inquiétantes ou ces assassinats de femmes dont on retrouve des cadavres dans des circonstances épouvantables ont lieu sur l'ensemble de la zone. Finalement, personne ne constate au départ qu'il s'agit d'une action coordonnée d'une certaine manière et pas justement des, entre guillemets, faits divers isolés. Et puis, on passe d'une femme à 10 femmes, puis de 10 femmes à 100 femmes, puis de 100 femmes à 1000 femmes, et puis à des milliers de femmes. Et du coup, le phénomène prend de l'ampleur. Et en prenant de l'ampleur, eh bien, des familles de victimes, des journalistes d'investigation et des chercheuses féministes triangulent en fait un contexte extrêmement particulier. Et dans ce contexte particulier, une chercheuse et une femme politique mexicaine très importante, qui s'appelle Marcela Lagarde de los Ríos, va décider qu'il faut créer un nouvel outil pour analyser, comprendre ce qui est en train de se passer en fait là. Et donc elle donne naissance à un nouvel outil, l'outil de féminicide, et elle le qualifie de manière très stricte. Elle dit pour qu'il y ait un féminicide, il faut que le crime soit collectif, que toute la société soit engagée, qu'il s'agisse d'un crime de masse, qu'il s'agisse d'un crime d'État, que l'État, directement ou indirectement, soit impliqué. En particulier au Mexique, évidemment, l'État est directement impliqué au travers de la fraternité agressive que constitue la police mexicaine, qui participe, en fait, de manière très concrète à ce qui est en train de se passer. Et enfin, elle dit que c'est un crime à tendance génocidaire. Et c'est très important de comprendre que le féminicide n'est pas connecté à l'homicide, d'un point de vue intellectuel et politique au terme de génocide. Et pour argumenter cela, elle utilise deux autres outils, qui sont l'outil de nécropolitique, qui a été développé par Achille Mbembe, dans un autre contexte, et puis le surmeurtre, parce qu'elle explique que pour tuer quelqu'un, on n'a pas besoin de surtuer cette personne. Et le surmeurtre, elle l'explique par le fait que presque toutes les femmes qui sont retrouvées, si on peut dire que ce sont encore des femmes, ont subi des violences sexuelles ou des viols ante ou post-mortem, ont subi des mutilations de l'appareil sexuel et reproductif, ont été démembrées totalement ou partiellement et ont été souvent brûlées sur des parties plus ou moins importantes de leur corps, au feu ou à l'acide, etc. Donc elle dit, pour tuer quelqu'un, on n'a pas besoin de faire cela. Donc si on fait cela, c'est qu'on fait autre chose et qu'on s'attaque en fait, non pas seulement à une personne physique, mais à une identité collective, qui est l'identité de femme. Donc on s'attaque en fait aux femmes en tant qu'identité, en tant qu'humanité et en tant que peuple. Et c'est pour ça qu'elle qualifie cela d'un crime à tendance génocidaire. Alors avant de donner la parole à Souad El Maïsour, je voudrais vous poser une question sur ce que vous appelez le continuum féminicidaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 4 formes de féminicide: intime, familial, communautaire et sociétal. Et vous parlez d'un continuum féminicidaire qui ne consiste pas uniquement en des actes meurtriers. Est-ce que vous pourriez parler de ce concept? Est-ce que ça inclut, ce que ça implique? Oui, alors en fait, après avoir travaillé tout cela et avoir évidemment mobilisé les outils qui étaient déjà en place, je dirais, fémicide d'abord, féminicide ensuite, il est apparu qu'il était nécessaire, en fait, pour saisir les exécutions en elles-mêmes, disons. Parce que pour moi, un féminicide, c'est ni un meurtre ni un assassinat, c'est une exécution. L'homme qui va mettre fin à la vie d'une femme, qu'il s'agisse de sa compagne, de son ex-compagne, ou qu'il s'agisse d'une femme de sa famille, disons, il est en même temps le juge et le bourreau. Donc il y a un procès qui se fait quelque part comme ça, entre lui et lui-même, et il passe à l'acte. Donc pour moi, c'est un crime qui est très très particulier en fait. Et il faut bien préciser que tous les assassinats de femmes ne sont pas des fémicides ou des féminicides, bien sûr. Pendant très longtemps, on nous a dit que c'est un crime spontané, c'est un crime dit passionnel. On n'emploie plus évidemment ces terminologies du tout. En réalité, tous les travaux sociologiques ou anthropologiques disent le contraire. Le féminicide est toujours un crime extrêmement préparé et il est inscrit dans une très longue biographie de violence, que cette violence soit individuelle, qu'elle soit inscrite dans la vie d'une personne ou qu'elle soit inscrite dans la vie d'une société. Pour saisir cela, en fait, il fallait créer un autre outil, mais un outil qui est un outil maximaliste,
parce que l'irruption de la violence létale, elle est toujours le produit d'un effet cumulé de violences jugées excusables et donc excusées du fait d'un régime d'impunité qui est malheureusement en place quasiment partout et qui autorise en fait un passage à l'acte plus grave. Et avec l'idée qu'il y a finalement des violences acceptables, des violences inacceptables. Mais le problème, c'est que précisément, c'est parce qu'on accepte un certain type de violence que la violence va crescendo. Donc il faut un outil qui permette de saisir en fait que la violence dirigée contre les femmes est une dynamique et que si on veut arrêter le process, il faut comprendre l'ensemble du spectre. C'est pour ça que je pense que, par exemple, un outil comme le violentomètre doit se répandre de manière très importante. C'est-à-dire que les premiers signaux sont extrêmement importants et si on arrête de manière très, très concrète quelqu'un dès les premiers signaux, on peut sauver des vies. C'est absolument incontestable. Dans l'ouvrage que vous avez dirigé, vous avez eu à cœur de solliciter les voix de femmes multiples, des artistes, des universitaires, des journalistes, des survivantes ou des personnes qui ont connu des victimes de féminicide. Et vous avez aussi tenu à associer les voix des femmes des pays qu'on considère comme appartenant au Sud global. Souad El Maïsour, vous êtes française et marocaine, donc vous parlez aussi depuis le Maroc. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre travail justement et de ces femmes que vous avez identifiées comme étant victimes de féminicide dans le contexte marocain ? Au départ, je dirais même que j'ai commencé à travailler sans avoir vraiment conscience que je travaillais sur ce sujet. Et plus j'avançais, et plus je m'apercevais qu'il y avait quelque chose d'assez étrange qui se répétait et qu'on retrouve de manière assez systématique. Je me suis intéressée à la question de l'esclavage au Maroc. Quand on en parle, les gens disent l'esclavage, ça n'a pas vraiment existé au Maroc. Et quand il y a eu des esclaves, c'était des esclaves femmes. Et puis, on les a bien traitées. Et elles avaient leur place à la maison. Enfin, voilà, ils ne voient pas le mal du tout de cet esclavage-là. Et donc, en tirant le fil, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'apercevoir que c'était un véritable impensé de notre société et que c'était très problématique. Donc, en commençant à fouiller dans cette histoire-là, je me suis aperçue que c'était des femmes qu'on allait chercher. Des femmes pour les mettre justement dans un contexte domestique et que c'était pas n'importe Alors, on allait chercher où, par exemple, ces femmes ? Pour le côté marocain, ça sera toute l'Afrique de l'Ouest. Je parle du Maroc, Algérie, Tunisie. C'est vraiment parce que c'était pas aussi distinct, évidemment, qu'après la colonisation. Donc tout ça va aller en Afrique de l'Ouest, jusqu'au sud. Et donc j'ai commencé par travailler sur la route des caravanes pour essayer d'identifier à peu près les endroits, les lieux de passage, et puis aussi voir un petit peu comment ça pouvait fonctionner à partir de ces différentes villes du sud marocain jusqu'à Fès, jusqu'à trouver en fait l'ancien marché aux esclaves en plein cœur de Fès. J'étais très, très émue parce que ce marché aux esclaves se trouve juste à côté de la mosquée tijanine. Donc effectivement, on sait que le Coran interdit l'esclavage de manière assez explicite, et c'est en ça que je voulais parler du livre de Chawki Amel, qui a travaillé sur le Maroc noir et qui précise justement très bien combien cette question-là dans le Coran est importante et comment ils ont voulu essayer de contourner en fait tout simplement cette question-là parce que la marchandise était trop importante. Alors du coup, peut-être qu'on peut le montrer maintenant, je suis désolée, mais voilà. On va inverser les deux premières images et on va montrer le livre de Chawki El Amel, qui est un universitaire marocain qui a travaillé sur le Maroc noir et sur l'esclavage, qui est une histoire qui n'est pas très connue. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Et puis peut-être aussi, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, parler de la singularité de la place des femmes, parce que c'est vrai que quand on parle d'esclavage, on sait qu'il y a peut-être une ascendance de certains groupes sur d'autres, mais la dimension en fait spécifique des femmes... C'est vraiment les femmes, parce que pour les hommes, on va extraire quelques hommes à ces époques-là, pour les envoyer dans le champ, pour travailler évidemment, mais à partir du moment où c'était dans un espace domestique, ils étaient castrés. Mais la quantité, évidemment, qu'ils allaient extraire dans ces pays était évidemment principalement des femmes, parce qu'elles pouvaient aussi devenir des concubines. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a beaucoup marqué, de faire ce lien entre cet esclavage-là, qui va devenir en fait aussi une forme d'esclavage qu'on va trouver dans l'espace domestique avec les petites filles au Maroc. Donc oui, cet ouvrage, c'était votre première pièce à conviction. Et Christelle Tarot, vous avez travaillé aussi cette question de l'esclavage dans les pays d'Afrique du Nord. Quel écho vous retrouvez par rapport à votre recherche dans le travail artistique de Souad El Maïsour ?
Moi, je connais le travail de Swat depuis très longtemps. Je voulais absolument qu'elle soit là. Je trouve son travail formidable et donc je voulais qu'elle soit là, absolument. Mais indépendamment de cela, effectivement, il y a une particularité très importante en fait dans l'esclavage. La deuxième partie du livre porte là-dessus. La deuxième partie de Féminicide d'une histoire mondiale, c'est l'esclavage et la colonisation comme féminicide. Et donc ça commence dans l'Antiquité, ça se termine avec l'esclavage contemporain, si j'ose dire, et la colonisation contemporaine, bien évidemment, puisque c'est un processus toujours en cours, malheureusement. La grande majorité des sociétés humaines ont été des sociétés à esclaves ou esclavagistes. Donc il n'y a malheureusement pas de spécificité là-dessus, mais par contre, pour ce qui concerne la traite dite orientale, il y a une spécificité très importante, y compris par rapport à la traite atlantique, c'est que 80% des marchandises qui sont exportées sont des femmes qui sont destinées au marché matrimonial et domestique, dans le sens où elles vont effectivement nourrir et bien sûr le monde de la domesticité et du concubinage, sachant que pour certaines d'entre elles, et dans le livre il y a un passage très très beau d'un livre de Tahar Benjeloun qui s'appelle Moi le fou, moi le sage, où on parle justement d'une de ces femmes qui a été ramenée en fait au Maroc et qui va servir pour les deux activités, c'est-à-dire qu'elle va en même temps être une femme pour la domesticité, pour le travail domestique, mais elle va aussi être la boîte à fantasmes et à violence aussi sexuelle de cet homme qui l'a acheté et qui l'a ramené avec lui. Alors, votre travail artistique fait aussi écho à cette réflexion sur la condition des femmes qui ont été réduites à l'esclavage. On va voir une de vos œuvres. Est-ce que vous pourriez les décrire et parler justement de ce lien que vous faites avec le sel ? Alors, justement, le lien avec le sel, c'était tout simplement la première monnaie. Et souvent, on a esclavagisé les gens pour pouvoir extraire le sel dans les mines, en Afrique en particulier. Pour moi, le sel, c'était quelque chose de très important. Et j'ai voulu travailler avec un berger. J'ai demandé à ce que ces brebis puissent sculpter les pièces de sel. Des sculptures de sel, en fait. Voilà, des sculptures de sel sculptées par la langue des petites brebis. Voilà, de brebis. Et donc, ces brebis m'ont offert ces pièces sur lesquelles je suis venue déposer des textes qui ont attrait sur la question de la vente des esclaves au Maghreb, sur le code malékite, qui est en fait certes un code obsolète aujourd'hui, mais il reste toujours cette trace de cette histoire-là, avec tout ce qui régit en fait l'achat et la vente des esclaves et des femmes en particulier. Et donc la première fois quand je suis tombée sur tous ces passages, c'était vraiment très, très saisissant parce qu'on connaît le code noir, mais on ne connaît pas, on n'a jamais vraiment eu accès, on va dire, de manière aussi brute à ces textes-là. Et donc pour moi, c'était aussi de les réactiver sur cet objet-là, de manière à ce que les gens, en tout cas qui lisent l'arabe, savent très bien à quoi ça se réfère. Dans votre ouvrage, vous parlez des femmes comme la première colonie et comme la première communauté en fait stigmatisée de manière systémique. Comment vous inscrivez justement ces féminicides dans l'historicité en fait des oppressions ? Ça nous oblige à retourner au moment où nous faisons espèce, à quitter le temps historique pour rejoindre le temps préhistorique, disons, où les premiers groupes humains, qui sont des groupes de Néandertal puis de Sapiens, essaient de survivre dans un environnement qui leur est bien hostile, parce que, contre toute attente, je le signale, les premiers groupes sapiens ne sont pas des prédateurs, ce sont des proies. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils bougent énormément sur le territoire, parce que la mobilité, c'est une stratégie de survie tout à fait évidente. Donc ils ont une connaissance très importante de leur environnement, et ce faisant, ils vivent beaucoup des ressources qu'ils trouvent du fait des déplacements, évidemment, qu'ils font. Dans un contexte normal, tout va bien, mais le problème, c'est quand une crise apparaît. En particulier une crise alimentaire. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de se nourrir de baies qu'on cueille à tel endroit et les baies ont disparu, ou de céréales sauvages à tel endroit et les céréales sauvages ont été brûlées. Et donc, à partir du moment où le groupe Sapiens est en crise, eh bien, il va devoir se séparer d'un certain nombre de ses membres pour survivre. Et ce qu'on observe très tôt, très vite, en fait, c'est qu'on va se séparer prioritairement de ceux qu'on considère comme plus faibles. Systématiquement, des individus de sexe féminin. Des petites filles d'abord, donc l'un des modes premiers de régulation de l'humanité des groupes humains, c'est l'infanticide de petites filles.
Et puis ensuite, des femmes adultes. On essaie de survivre à court terme comme cela. Et puis, la crise passée, il faut croître à nouveau, parce que sinon on disparaît. Et on se trouve bien embêté, parce qu'on n'a plus suffisamment de femmes pour le faire. Les préhistoriens, mais aussi les anthropologues, pensent que c'est le moteur de la guerre. On n'a plus suffisamment de ressources humaines chez soi, on va aller razzier ces ressources humaines chez les autres. Les hommes victorieux vont éradiquer la population masculine du groupe adverse et vont s'accaparer en fait les ressources humaines de ce groupe, qui sont constituées de femmes et d'enfants. Et on comprend bien du coup que l'objectif, évidemment, c'est de s'accaparer des ventres, à partir duquel on va croître et multiplier. C'est pour ça que je dis que la première colonie de l'humanité, ce sont les femmes elles-mêmes, parce que les femmes sont pensées alors non pas comme des êtres humains, mais comme des territoires. Plus les sociétés se complexifient et plus ces territoires deviennent importants, régionaux, puis continentaux, puis intercontinentaux, et puis on arrive aux colonisations européennes du 19e siècle, où évidemment là ça se passe à une échelle planétaire. Alors merci beaucoup. Christelle Tarot, on va voir votre première pièce à conviction, qui est une œuvre artistique de Prune Nourri, qui s'appelle Holy Daughters. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette œuvre et de ce à quoi elle fait écho en termes de traitement de masse en fait en Inde? Oui, absolument. Alors en fait, Prune Nourri, c'est une artiste très connue qui a fait de multiples installations diverses et variées. Mais là, en l'occurrence, en 2010, elle décide en fait de faire une série de performances. La première s'appelle Holy Daughters. Et cette première performance vise à en fait aller déposer dans un certain nombre d'endroits stratégiques de la ville de New Delhi en Inde, donc ces statues hybrides. Il faut dire, il y en a qui sont accroupis, mais il y en a qui sont debout. Dans le film, on voit cela de manière plus précise. Et donc le visage était un visage de vache et le corps est le corps d'une petite fille. En faisant cela, elle veut alerter évidemment la société indienne sur une plaie qui existe depuis la fin des années 70, c'est-à-dire à partir du moment où en Inde, les dirigeants politiques prennent conscience du fait qu'il y a une explosion démographique et que cette explosion démographique doit être limitée. Ce faisant, en fait, on va encourager notamment toute une technologie médicale qui permet en fait de connaître assez rapidement le sexe du futur enfant à naître. Et dans une société qui est une société extrêmement patriarcale, où les filles sont considérées comme un problème, parce que c'est ça en fait dont il s'agit, cette technologie va être mise au service d'une nécropolitique qui conduit en fait à ce que en Inde, notamment les femmes indiennes, et en particulier Geeta Ravamudan, qui est une immense journaliste indienne, qui la première a fait un travail d'investigation remarquable pour alerter la société indienne sur ce qui était en train de se passer. Elle met en avant ces féticides de masse. Et quand on dit féticide de masse, ça veut dire que un certain nombre de filles qui auraient pu naître ne naîtront pas ou seront tuées dès la naissance. C'est des féticides in utero, bien sûr. On sait que le fœtus, c'est un fœtus femelle. On pratique un avortement pour se donner plus de chances de donner naissance à des garçons. Alors en Inde, ça se traduit comme cela parce que ça s'est organisé comme cela. En Chine, avec la politique de l'enfant unique, en fait, on tuait les petites filles à la naissance. Donc c'était des politiques d'infanticide extrêmement importantes. Et dans les deux pays qui sont des monstres démographiques, si j'ose dire, depuis les années 70, quand on fait le compte, donc on modélise, on fait des modèles mathématiques pour savoir combien de filles manquent, on s'aperçoit qu'il y a 200 millions de filles manquantes. Ce qui pose d'énormes problèmes en fait de droits des femmes, parce que la rareté des femmes malheureusement ne les privilégie pas du tout. Et donc aussi bien en Chine qu'en Inde, on voit apparaître des kidnappings de petites filles, des mariages précoces ou forcés, de la polyandrie forcée, c'est-à-dire que dans une famille on va acheter une femme et puis elle va servir pour tous les hommes de la famille. Et puis bien sûr ça a fait exploser le marché de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Donc tout ça est extrêmement préoccupant et malgré la prise de conscience en Inde des autorités, qui quand même ont participé largement du problème, donc de fait il y a un crime d'État.
Mais maintenant, ils essaient de rétro-pédaler, donc ils ont fait passer plusieurs lois, des lois qui ne servent strictement à rien. Et c'est des béances démographiques dingues. Et ça risque de mettre à mal, pour la première fois de l'histoire de notre humanité commune, la démographie mondiale, puisque l'Inde est devenue le pays le plus peuplé au monde, et que la Chine est juste derrière. Donc ce déséquilibre pose vraiment la question de qu'est-ce que ça veut dire un monde sans femmes, de manière très concrète, en fait. Pour poursuivre le débat, je vais demander à voir et à entendre la pièce à conviction du MUSEM. Caroline Chenu, chargée de recherche et de collection au MUSEM, va nous présenter cette pièce à conviction qui va nourrir la discussion. Merci beaucoup. Te tuer de joie. Donc, c'est une chanson écrite en 1973 par Jacques Ploquin et Michel Mallory, de son vrai nom Jean-Paul Cugurneau, et l'a interprétée. Alors évidemment, Johnny n'est pas l'auteur, ni Sylvie, mais que signifie interpréter? Est-ce participer? Bon, voilà, avant les fêtes, donc te tuer de joie. Donc de quoi vais-je vous parler ce soir? De chansons populaires. Donc j'avais besoin d'avoir ton ventre sous mon corps et sous mes mains pour mieux t'enchaîner à moi. Je suis le fauve et toi ma proie. Oh, ces féministes qui décortiquent littéralement qu'est-ce qu'elles sont ennuyeuses. Là, il s'agit d'érotisme, bien entendu. Ce disque que vous voyez sur le lutrin posé ici fait partie de la collection du Golf Drouot du MUSEM, qui rassemble plus de 4000 disques, donc dans une discographie très complète, enfin assez franco-française quand même de ces années-là, années 60 et 70. Voilà, c'est une discothèque sur les grands boulevards parisiens. Tu me fais mal, Johnny, 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 fais-moi mal. Alors pour les plus jeunes, et vous êtes beaucoup de jeunes aujourd'hui, ce n'est pas le même Johnny. Là, nous sommes chez Boris Vian dans les années 50. J'aime pas l'amour qui fait bing, il a descendu l'escalier en lui laissant une épaule démise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant, elle a des bleus plein les fesses. Et elle ne dira plus jamais « Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny ». Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. C'est ma transition vers les 3 petits cochons, qui sont aussi dans les collections du MUSEM, et je vous invite à regarder la phase B avec les petits pavés. Les petits pavés, c'est une chanson écrite en 1891 par Maurice Vauquer, chantée par Jacques Doué, Cora Vauquer. Ils l'ont tous reprise, hein. Serge Gainsbourg, Mouloudji, Richard Anthony. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, le narrateur promet de défoncer le crâne de la femme qu'il aime à coups de pavés. Mais des petits pavés. Un extrait. J'ai lancé 2 petits pavés sur tes carreaux que j'ai crevés. J'en lancerai 3 pour faire tomber tes amis. 3 et 4 pavés j'ai mis. J'exècre tes amis, ma chère. Demain je recommencerai et tes amis je les tuerai. Si tu ne changes pas d'allure, j'écraserai tes yeux, ton front entre 2 pavés qui feront à ton crâne quelques fêlures. Je t'aime, je t'aime, je t'aime bien pourtant, mais tu m'en as fait tant et tant. Elle l'a rendu fou. C'est de sa faute. Voilà, toutes ces chansons datent d'avant 1975, quand a été supprimé du Code pénal l'article 324, légitimant le crime passionnel, notamment le meurtre de la femme adultère. Donc le Code pénal qui est quand même un monument du patriarcat. Bon, on fait un grand saut dans le temps. 2003, vous vous en souvenez, ça fait 20 ans. Et quelques années après, dans une chanson d'Orelsan, donc à peine 6 ans après, renseigne-toi sur les pansements et les poussettes, je peux te faire un enfant et te casser le nez sur un coup de tête, ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignant. En 2013, il est relaxé parce que ce texte n'est pas violent. L'année précédente, il a été relaxé de sa chanson Sale pute. Et donc en 2003, Christelle, vous avez dit l'exécution de Marie Trintignant, opérée par un type, un chanteur, qui a quand même fait la couverture des magazines une dizaine d'années après. Et son pote, à lui, le chanteur, un autre chanteur, Tiefen, lui écrit « Télégramme 2003 ». Et là, attention, tu as perdu ton bel amour, tu as perdu tes rêves d'enfant. Ronge tes barreaux avec les dents, le soleil est là qui t'attend. Le pauvre chéri. Voilà. La liste n'est évidemment pas exhaustive, vous tendrez l'oreille. Je finis sur l'espérance, qui est une vertu cardinale. L'espérance versus la réalité. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, ou l'inverse, justement, car justement, il y a trop de vies qui s'arrêtent. On compte nos mortes, qui ne sont pas des chiffres, mais des vies de filles, de femmes, de tantes, de sœurs, de mères et même des grands-mères.
Et trop ne seront jamais grand-mères, mais elle laisse là des orphelins, et ces enfants-là, enfin certaines survivent, écrivent, donc je pense à Chloé Delhomme, et Lorraine Descartes, nos absentes. Donc les chansons évoquées précédemment ne sont qu'un échantillon du patrimoine francophone, présent dans les collections, sauf pour les plus récentes. Hélas, voilà, elles sont légion. Il ne s'agit pas du tout de les censurer, puisqu'elles font partie du patrimoine culturel. Elles témoignent d'un état de la société. Et ma proposition serait, pour l'avenir, plutôt d'écouter des chansons qui s'élèvent contre cela, de très belles voix qui détonnent. Au centre, j'ai placé Anne Sylvestre avec Douce Maison, et autour des chanteuses plus contemporaines, Clara Luciani, qui est du Sud, avec sa chanson Cœur. L'amour ne cogne que le cœur et ne laisse personne te faire croire le contraire. L'amour n'a jamais tué personne, et seuls les coups que l'amour pardonne sont les coups de foudre. La jeune talentueuse Angèle, dans Tempête, et vu le nombre d'écoutes, c'est salutaire, c'est une chanson d'utilité publique. Enfin, Zao de Sagazan, dans Les Dormantes, une musique envoûtante, obsédante, dans laquelle elle décrit le mécanisme de l'emprise, de la violence, et l'engrenage du féminicide. Donc ne pas taire, dire et lutter, ce que font ces chanteuses, en fait, permet aux femmes de se sauver à tous les sens du terme. Je vous remercie. Souad El-Maïsour, vous êtes artiste, et on a vu à combien la culture populaire, d'une certaine manière, participe à ce continuum féminicidaire, dans le sens où elle institue ce climat de tolérance. On parle des chansons, mais on peut aussi parler des séries. Je pense à des séries comme la série Netflix You, où en fait on romantise une espèce de héros qui est en fait un homme extrêmement violent à l'égard des femmes. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, c'est quelque chose que vous avez observé, et quelque chose peut-être contre lesquels vous essayez de proposer des choses un petit peu alternatives ? Si je reviens à mon dernier travail, enfin ce travail-là en l'occurrence, c'était vraiment, c'était vraiment de confronter cette parole, déjà en expliquant que une femme, ça peut pas être la question de l'esclavage elle-même. Déjà d'arriver à en parler, juste de dire, mais non, mais c'est pas des esclaves qui ont été dans vos maisons et qui ont été bien traitées. Elles ont été rasiées. C'est des petites filles qu'on allait chercher en masse, qu'on a ramenées, qu'on a mis dans des maisons. La question, c'est pas de savoir dans quelle famille elles ont été bien traitées, c'est de savoir que on est allé les extraire en masse pour en faire des objets sexuels, des objets domestiques, voilà, un objet, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est très fort quand les gens renvoient cette question, quand on peut être dans cette interaction et dans cet échange avec les gens, c'est le début peut-être de quelque chose, parce que évidemment, si on ne connaît pas sa propre histoire, on ne se connaît pas soi-même, évidemment. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je pense que c'est très juste. Alors, pour poursuivre la discussion, je vous propose d'entendre un témoignage. Donc, j'appelle à la barre un témoin. C'est Anne, si je me souviens bien. Bonsoir, donc je suis Anne et samedi dernier j'ai participé avec plaisir à la commission d'enquête, et ce soir pour ce procès par contre je vais être maître Asselin, avocate, et je vais vous livrer les propos recueillis auprès de Marc, 42 ans, mon client. Elle avait tout pour être heureuse, je l'aimais trop, c'était la femme de ma vie. On était un modèle de bonheur, nos 2 enfants, notre maison, qu'elle tenait si bien au début. Elle faisait tout. C'était une vraie fée, une vraie femme, une vraie mère. On était heureux. J'invitais mes amis musiciens pour faire des barbecues. Comme ça, elle ne devait pas cuisiner. Je lui avais dit de ne pas travailler pour qu'elle soit heureuse. Mais il y a quelques mois, elle a commencé à se plaindre. Elle s'ennuyait, elle voulait travailler. Elle ne comprenait pas pourquoi c'était pas bien qu'elle travaille, que la place de ma femme était à mes côtés. D'ailleurs, chez mes parents, c'était comme ça. Mon père, c'était un vrai père de famille. Il n'a jamais laissé ma mère travailler. En juin dernier, elle a trouvé un putain de boulot. Un boulot d'hôtesse d'accueil, dans un immeuble de plusieurs entreprises chics. Elle était payée pour être charmante. Elle devait sourire à tous ces salopards en cravate et se maquiller comme une pute. Sans rien dire, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a trahi. Je savais qu'elle allait me tromper. Je la surveillais. Au lieu d'aller en répétition avec mon groupe, j'attendais parfois des heures, planquée de l'autre côté du trottoir. Une fois, un sale type est revenu 3 fois dans la matinée.
Je voulais pas qu'elle mette du rouge à lèvres. Ça m'énervait. Elle a fini par ne plus en mettre car un jour, j'ai bousillé sa boîte à maquillage à coups de marteau. Les enfants ont eu peur, mais je savais qu'un jour, ils me remercieraient d'avoir su protéger leur maman. Tous ces sales types qui lui tournaient autour, c'était l'enfer. Elle faisait tout moins bien, c'était fatigant. Je devais tout le temps la surveiller, la questionner et je devais me mettre en colère pour qu'elle comprenne. Et puis, plus tard, à la mi-décembre, elle aurait dû être très occupée par les préparatifs de Noël. Et pourtant, il n'y en avait que pour son boulot. Moi, mon groupe, ça marchait plus trop bien. On avait perdu beaucoup de dates de concerts à cause du Covid. J'allais pas pouvoir boucler mon intermittence et ça me stressait. C'était quand même à moi de nourrir ma famille. Elle m'assurait que tout serait prêt à Noël malgré son boulot de merde, son boulot de pute. Elle essayait de me calmer, de m'embobiner. Mais elle rentrait de plus en plus tard à la maison. Et elle demandait à sa copine Amélie d'aller chercher les enfants à l'école. Un soir, elle est rentrée toute fière, en me narguant avec son contrat qu'elle a eu en CDI et une bouteille de champagne. Je lui ai fracassé contre le mur, sa bouteille. Je n'en pouvais plus de la voir me mentir. J'étais sûre qu'elle me trompait. Je sais qu'elle s'obligeait en silence à me laisser lui faire l'amour, parce qu'un vrai homme doit honorer sa femme tous les jours. N'est-ce pas, madame l'avocate ? On se disputait de plus en plus souvent. Elle continuait à nier et à faire semblant. Elle me menaçait même de me quitter. Elle voulait pas comprendre qu'elle était en train de tout détruire. Et puis, vers le 20 décembre, Jo, mon meilleur pote, m'invite à une partie de chasse avec ses copains chasseurs. Des mecs bien, ces chasseurs, très en lien avec la nature. Au retour, il me montre sa collection de couteaux. Je lui demande qu'il m'en offre un. « Allez quoi, c'est Noël. Avec ça, tu vas être un vrai chasseur », il m'a dit à l'apéro. On a tous bien rigolé. Le 24 au soir, il y avait toute ma famille. Elle est arrivée tard, en même temps qu'eux, avec de la bouffe de chez le traiteur. Elle n'avait même pas été foutue de cuisiner pour moi, pour mes parents. C'était la honte. Dans la cuisine, je lui ai balancé son civet à la figure. Elle a pleuré, elle a crié « Je vais te quitter maintenant que j'ai mon CDI » et elle s'est enfermée dans notre chambre. Moi, j'ai continué à boire toute la soirée et ça m'a soulagée. Ma mère m'a dit en partant « Rassure-toi, tu es un très bon père et un très bon mari, elle ne partira pas, elle a trop besoin de toi, mon fils. » Voilà, c'est le matin de Noël. Les enfants ouvrent leurs cadeaux et moi, j'ai pas dormi à cause d'elle. Elle m'a apporté un café avec une enveloppe. C'est un billet pour la finale de rugby en février à Toulouse. Là, je comprends que c'est pour m'éloigner, qu'elle va en profiter pour partir avec le mec de l'agence, le salopard qui était venu 3 fois. Je la pousse contre le mur. Elle se cogne et elle tombe. Je prends le couteau de Jo. Je ne veux pas la perdre, je ne veux pas avoir honte devant mes enfants et ma famille. Je veux qu'elle se taise, qu'elle arrête de hurler, que les enfants arrêtent de pleurer. Je ne peux pas la perdre, je l'aime trop. Elle avait tout pour être heureuse. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage qui fait écho à la pièce à conviction que vous avez choisie, Christelle Tarot. Donc je vous propose qu'on la regarde avant que vous réagissiez toutes les deux. C'est aussi une œuvre artistique de Camille Garby. C'est une série qui s'appelle Preuve d'amour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix ? J'ai découvert le travail de Camille Garby, bien évidemment, quand je travaillais sur Féminicide, une histoire mondiale. Donc, elle travaille en fait sur les féminicides qui ont eu lieu en France entre 2016 et 2017. Et donc, la série Preuve d'amour sort en 2018. Et en fait, c'est comme des faire-part de mort qui sont associés à des outils de la vie quotidienne qui ont servi en fait à tuer les femmes en question donc lors de cette année 2016-2017. On voit toute une série de photographies qu'elle a prises d'un certain nombre d'objets qui sont en fait associés directement à des victimes de féminicide.
ce sont des objets qui sont des objets qu'elle a chez elle. Donc, ce n'est pas les objets qui ont servi directement, évidemment, aux exécutions. En tout cas, quand j'ai rencontré ce travail pour la première fois, je me suis dit, il faut absolument qu'il soit dans le livre, parce que c'est très fort, en fait, de voir que tout peut servir à tuer. Tout peut servir à tuer. Et donc, elle raconte notamment l'histoire d'une victime de féminicide de cette époque assez âgée, dont le partenaire avait tué à coups de casserole. Et je me dis, mais quand même, pour tuer quelqu'un à coups de casserole, il faut quand même être acharné, quoi. C'est pas précisément le couteau, l'arme à feu. Au passage, j'ai découvert aussi, en travaillant là-dessus, une chose que j'ignorais complètement, c'est qu'il y a énormément d'armes à feu qui circulent dans notre pays, en fait. D'ailleurs, Lorraine Descartes a fait une enquête remarquable là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de féminicides en France qui sont le fait d'exécutions par arme à feu. Et donc, on doit quand même se questionner aussi, savoir mais comment est-ce que ces armes circulent et où est-ce qu'on les achète, n'est-ce pas ? Parce que ça a un impact direct. Évidemment, quand on pense à la culture des armes à feu, on pense aux États-Unis, évidemment. Au passage, d'ailleurs, aux États-Unis, alors qu'il y a énormément de féminicides par arme à feu, c'est une non-question. C'est un impensé total de la société états-unienne. Mais chez nous aussi, en fait, il faut savoir que les armes à feu circulent beaucoup et qu'elles servent... elles ne servent pas qu'à ça, bien évidemment, mais elles servent notamment, en fait, aux exécutions de femmes dans les contextes féminicidaires. Silvia Federici parle de crimes de propriétaire dans ces cas de féminicide. Qu'est-ce que ça vous évoque à l'une et à l'autre ? C'est un crime de possession, incontestablement, et c'est aussi un crime de propriétaire dans le sens où, pour notre pays, par exemple, il est tout à fait clair que le code napoléonien nous a fait beaucoup de mal. Et c'est intéressant parce que ça met à mal la mythologie sur laquelle notre pays est construite, c'est-à-dire une révolution universaliste et égalitariste, qui accouche pour les femmes de la législation la plus misogyne probablement que le pays avait connue, et il en a connu quand même un certain nombre. Avec ce code civil napoléonien qui ne traite pas seulement des relations entre les femmes et les hommes, enfin qui les organise beaucoup, et qui, dans son article 213, affirme de manière extrêmement puissante que la femme doit obéissance à son mari. Et même si, dans la loi elle-même, il n'est pas indiqué que la femme est une propriété de l'homme, en fait, c'est l'essence de la loi, parce que Bonaparte, devenu Napoléon, rappelle à plusieurs reprises que la femme est la propriété de l'homme et que les enfants sont aussi la propriété de l'homme. Et donc, en fait, on part de cela. Et le paradoxe, c'est que probablement le siècle le plus misogyne en France, c'est le 19e siècle, c'est-à-dire le siècle post-révolutionnaire, celui qui pose un certain nombre de droits pour certains et beaucoup de devoirs pour les autres. Et les autres, ça comprend bien sûr le premier grand autre, c'est la femme. La femme est le premier grand autre de l'humanité. Mais dans cette altérisation, on trouve de très nombreux autres, en fait, qui subissent des discriminations qui se complexifient à partir de cette matrice élémentaire de la violence que Rita Laura Segato a très très bien définie. Et de manière provocatrice, elle dit « Nous stagnons dans la préhistoire patriarcale de l'humanité ». Et donc il faut sortir du patriarcat pour devenir vraiment des sociétés humaines. En fait, nous ne sommes pas des sociétés humaines. Nous devons construire une humanité commune, et cette humanité commune, on doit la construire sur d'autres bases. Les choix qui ont été faits par notre espèce, il y a de cela très longtemps, sont des choix qui nous conduisent à la ruine individuelle et à la ruine collective. Nous nous ruinons nous-mêmes, nous ruinons notre planète, et bien que des fous furieux nous disent qu'après avoir ruiné celle-ci, on peut aller en coloniser d'autres et en ruiner d'autres, il serait peut-être temps qu'on s'arrête un petit peu sur cette question et qu'on réfléchisse à arrêter de ruiner tout le temps, partout, y compris nous-mêmes. Pour terminer, avant de donner la parole au public, Souad El Maïsour, je voulais attirer votre attention sur le texte qui conclut cet ouvrage rédigé par Aminata Draman Traoré, qui parle de sororité renforcée. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est nous. Voilà. Non mais oui, c'est une question fondamentale. Et tout à l'heure, on parlait de la politique, du champ de l'art, à tous les endroits. Je crois qu'on en a besoin. Et que tant qu'on n'a pas conscientisé cette chose-là, on sera toujours amené à être dans des formes de rivalité. Et donc la sororité, elle doit s'interconnecter, on va dire, à tellement d'endroits et avec tellement de personnes, que c'est quelque chose
pour le moment, qui me paraît encore très difficile. Parce que pour pouvoir la mettre en œuvre, il faut pouvoir déconstruire. Et même quand on a l'impression d'avoir déconstruit, je ne suis pas sûre qu'on soit encore... je crois que peut-être cette jeune génération, peut-être plus jeune que nous, seront plus en capacité peut-être que nous à la mettre en œuvre. J'essaye de faire des tentatives, je ne sais pas si elles réussissent, mais en tout cas, j'espère et j'ai espoir que les plus jeunes, eux, puissent comprendre ces questions de sororité. Mais c'est vrai que notre amitié en est vraiment une preuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christelle Tarot. Merci Souad El Maïssour. Merci Caroline Chenu. Merci à Anne pour son témoignage. Merci beaucoup et très bonne soirée. Cette séance a été enregistrée le 18 décembre 2023 avec la participation de Souad El Maïssour, Christelle Tarot, Caroline Chenu et Rokhaya Diallo à la modération. C'était le podcast Procès du siècle. Lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.